Quand l'Europe entre en guerre vers 1914, là où des grandes alliances se sont formées qui peu à peu atteignent une ampleur mondiale, là où Madagascar n'a ni de loin ni de près à avoir à faire dans cette guerre, fut quand même impliqué, alors que ce pays était en plein combat interne contre les colonies françaises. Et pourtant, la trace de Madagascar fut à peine effleurée dans les annales et histoires de la Première Guerre mondiale, pour diverses raisons que nous allons découvrir ensemble. Tout commença lorsque l'armée française commençait à perdre ses hommes à une grande vitesse et déploie un recrutement massif dans ces colonies qu'ils appelaient guerre de droit. Pour recruter à Madagascar, cela n'a pas été simple pour eux au tout début. Déjà, en 1915, le général Gallieni s'oppose à ce recrutement massif car il qualifiait les guerriers malgaches comme médiocres et inaptes à combattre à ce genre de guerre. Mais il avait surtout peur de déclencher des représailles des nationaux qui ne seraient pas bons pour les affaires. À côté, les Malgaches optent pour une stratégie de présenter les plus faibles de la famille pour ne pas être éligibles et à participer à cette guerre. Mais une stratégie qui n'a pas trop opéré ni pour Madagascar ni pour la France, car une fois le stratagème percé, ceux qui sont envoyés en guerre à Marseille désertèrent et d'autres se mutilèrent pour retourner au pays. De plus, à ce moment parallèle, la résistance malgache contre les colonies françaises dites VVS était en plein essor. Inquiétées par ce petit groupe, les autorités françaises arrêtèrent plusieurs partisans et avaient pour projet de conditionner leur libération en contrepartie de leur engagement dans l'armée française. Mais la France s'est rendue compte que ce n'était pas une bonne stratégie et a choisi de payer les volontaires de guerre qui touchera une prime de 200 francs. Les paysans endettés n'hésitèrent pas, et parmi eux, les guerriers au plateau que Gallieni dévalorisa. Les soldats recrutés étaient formés à la base militaire de Diego Suarez, où se succédèrent des convois et des soldats de la Réunion, du Sénégal et aussi de Madagascar, avant d'être envoyés au front. Durant cette guerre, au moins 50 000 Malgaches ont été intégrés à l'armée française et 41 000 d'entre eux ont été affectés dans les unités de tirailleurs. Parmi ces tirailleurs, 10 000 hommes sont envoyés dans les régimes d'artillerie lourde et 2 500 sont formés comme conducteurs d'automobiles. Plusieurs tirailleurs moururent en route, pour cause des innombrables acheminements tout au long de l'Afrique qui ont été effectués pour récupérer d'autres soldats des autres pays colonisés par la France. Beaucoup de soldats malgaches moururent de maladie, à tel point qu'ils étaient tous entassés dans de grands bateaux tels que les négriers d'antan, ne sachant pas du tout ce qui leur attend encore plus tard. Une fois au front, d'autres devaient construire des routes en plein hiver sous la neige, habiter à une saison qui ne dépassait pas les 10 degrés à Madagascar l'hiver, devaient se confronter à une température qui allait des -5 en France et beaucoup périr. Ils avaient pour tâche de construire des fortifications, creuser des tranchées, et ce, dans les conditions les plus arides, et moururent de maladies telles que la tuberculose, la pneumonie et de la dysenterie. Si la France ne recense que 2000 morts, les chercheurs géographiques et démographiques et historiens en recensent plus de 4000 et une centaine de portées disparues. Donc, au total, environ 4000 hommes moururent au combat et 200 000 blessés. Ces héros n'ont pas été tracés dans l'histoire héroïque de la France, seul la 12e bataillon a été honoré. Cette troupe de soldats ont eu le mérite de héros au cours de plusieurs opérations dont ils ont été fortement félicités par le général Mongin. Mais quels sont les parcours des soldats malgaches de la 12e bataillon ? Vers 1917, ce 12e bataillon est affecté à la 3e DIC, ou la 3e division d'infanterie coloniale. Ils ont été envoyés à combattre pour la première fois à Vauxaillon lors de la seconde bataille de l'Aisne, puis au 19 mai au juin 1918 pour défendre Villeneuve-sur-Fer, et cette troupe de soldats y ont connu l'horreur. 220 sont portés disparus et plus de 300 ont été blessés. Au mois de juillet 1918, le reste de nos tirailleurs malgaches de ces bataillons intègrent la division marocaine pour attaquer sur Daumier et Chaudun. Le mois d'août à septembre 1918, ils partent combattre à Rendembourg et s'emparent des villages de Terny-Sorny. Ces soldats composés de Malgaches, Réunionnais et de Sénégalais ont été décorés avec 3 palmes et 2 étoiles d'argent, ainsi que des éloges à l'ordre de l'armée française lors de la tranchée aviatique pour la défense de Villeneuve-sur-Fer, mais aussi pour la prise de Daumier. A ainsi réalisé une avance de 3 km sur un front de 1800 mètres, faisant plusieurs centaines de prisonniers, capturant des canons et de nombreuses mitrailleuses. Une fois la guerre finie, tous ces héros
de tous les bataillons confondus, n'ont pas eu l'accueil comme étant des héros nationaux une fois retournés à Madagascar. Au contraire, leur retour a semé un grand trouble dans le pays. Même si la plupart ne sont pas allés au terrain de combat, ont été témoins de la sauvagerie de l'homme blanc, cité ainsi par Antoine Flandrin dans le journal du Monde. La mémoire des tirailleurs malgaches est blessée. Elle va rester en grande partie silencieuse. Ces hommes partis comme combattants ne sont finalement pas allés au feu, mais ils ont vu l'horreur. Ils ont vu l'homme blanc se livrer à des actes de barbarie. Ils ont subi cette expérience traumatisante dans un contexte de hiérarchie entre dominants et dominés. Et pour finir, il y a ce retour. Les Malgaches ont peur d'eux, les Français qui s'en méfient. Mais voilà, Madagascar a connu une grande désinformation ces temps. Considérèrent ces soldats soit comme des traîtres, soit comme des héros, mais surtout ne comprennent pas leur cause ni leur traumatisme. Mais en plus, ces soldats ont été méprisés et totalement indignés par la France et aussi leur pays. Pour savoir ce qui attend ces soldats à leur retour et ce que la France leur réserva à cette époque, citons quelques extraits de cette circulation au sujet des militaires malgaches rapatriés et libérés. Ainsi, la constatation a été faite, la population de certaines régions cherche cependant sans motif précis à se soustraire à tout contact avec les militaires permissionnaires ou libérés, tout en tenant le plus grand compte des notes favorables que ces indigènes auront pu obtenir au cours de leur service militaire. Il conviendra d'exercer sur eux une surveillance spéciale et permanente. Une surveillance spéciale doit donc être également exercée à l'égard des militaires libérés se fixant momentanément dans les villes d'où ils ne sont pas originaires. Chaque fois qu'ils ne justifieront pas d'un emploi sédentaire ou d'un travail régulier, ces indigènes devront être invités à rejoindre leur pays d'origine qui sera porté à la connaissance du chef de district de leur pays d'origine ou ils devront être inscrits sur le registre prévu ci-dessus à cet effet. Ceux qui sont morts et qui n'ont pas pu être rapatriés ont été enterrés dans plusieurs cimetières militaires nationaux. Les plus nombreux ont été inhumés sauvagement dans les cimetières militaires de Fréjus, mais réinhumés en 1966, lors de la grande opération de regroupement des corps dans la nécropole nationale d'Aix-en-Provence. D'autres sources racontent que 35 sont enterrés à Recambourg dans les cimetières musulmans, mais tout reste incertain, car ces hommes n'avaient qu'une seule nation et auraient dû être rapatriés dans leur pays natal respectif auprès de leur famille, vu que les soldats indigènes malgaches n'avaient pas le droit de rester en France. Mais pourquoi ? Revenons quelque temps en arrière, redirigeons-nous sur la 19e bataillon. Un héros malgache a participé à cette guerre dont la renommée est de telle qu'il a eu un statut mémorable pour son patriotisme. Oui, ce n'est autre que Jean Ralem-Mung. Au front, Jean Ralem-Mung était apprécié et très estimé de ses supérieurs. Il ne manquait de rien. Il fut même avantagé et informé de la vraie vie politique française à cette époque. Une fois la guerre finie, il demanda de rester en France. Et pourtant, il était fortement au courant que les soldats indigènes et leurs homologues français n'avaient pas les mêmes droits et que les soldats des colonies ont été lynchés par ces derniers à Bordeaux, à Nice et à Fréjus. Des violences qui n'ont pas encore été prohibées par l'État car la France était à peine entrée dans le socialisme. Justement, Ralem-Mung a été intéressé par ce mouvement et désira fortement de rester en France. Et après de longues labeurs de demande, il a enfin été autorisé à rester en France et épousa une Française. Rien de patriotique, direz-vous, juste un intéressé de classement social. Cela n'est pas totalement faux et cela n'est pas du tout vrai. Jean Ralem-Mung rêvait d'un rehaussement de classement social, non pas pour lui, mais pour Madagascar. Il profita de la démocratie française pour revendiquer que tous les indigènes malgaches jouissent de la citoyenneté française, ainsi que toute prérogative qui s'y rattache. Il était devenu un grand militantiste. Il était entouré par des compatriotes qui, comme lui, ont eu le droit de rester en France et cette ligue de justiciers malgaches qui ont pour arme l'intelligence se lance dans un combat les plus improbables. De ce fait, il n'a pas hérité de la nationalité française et fut même vu comme un dangereux révolutionnaire qui voulait juste octroyer des droits politiques aux Malgaches. Il se focalisa alors sur Madagascar et décida d'y retourner où il rejoint la VVS. Ce qui est encore une toute autre histoire.